L'invité d'André Berkoff, on accueille tout de suite sur Sud Radio Tigran Yegavian, journaliste spécialiste arabisant du Moyen-Orient, titulaire d'un master de politique comparée en spécialité monde musulman à Sciences Po Paris. Auteur de ce livre, surtout Minorité d'Orient, c'est publié aux éditions du Rocher. Tigran Yegavian, bonjour. Bonjour. Oui, la minorité d'Orient, Dieu sait si on en parle, mais Dieu sait si effectivement on devrait en parler, parce que souvent vous dites on en parle beaucoup, mais en même temps, vous le savez très très bien, ça fait partie dans la réelle politique des gens qu'on met en parenthèse quand on parle des intérêts. Et puis les intérêts, soyons clairs, ce ne sont pas ces minorités qui ont le pétrole, le gaz et autres richesses. Alors j'ai lu votre livre... Qui est très intéressant, qui parle effectivement de toutes les minorités, pas seulement les chrétiens, mais bon, les juifs, les yazidis, les assyriens, etc., etc. Ce qui m'a intéressé en même temps, justement, j'ai des questions à vous poser. Votre livre, au fond, et c'est vrai, vous ne tranchez pas à la fin, c'est qu'on ne sait pas. Est-ce qu'à vous dites on peut s'en sortir, mais quand on regarde les chiffres, quand on regarde les statistiques, on a l'impression quand même, évidemment, il y a des millions de Coptes en Égypte, il y a encore des millions de chrétiens libanais au Liban, mais on a vu ce qui s'est passé en Irak, en Syrie et ailleurs. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'aujourd'hui, je ne dirais pas ces dissidents, mais ces justement minorités sont en train quand même, peut-être pas de disparaître, mais d'être très rétréci. L'idée, si vous voulez, c'était de tordre le cou aux Cassandres, parce que la plupart quand on aborde ce sujet, c'est vraiment c'est un angle très pessimiste. Ouais. Vous avez en 94 un livre très important qui est paru sur le sujet, de Jean-Pierre Vallogne. Le titre était très explicite. C'était Vie et mort des chrétiens d'Orient, oui. Du fait que il y a vraisemblablement une baisse conséquente de leur proportion. Moi, j'essaie d'être lucide tout en étant réaliste, bien sûr, et avoir la foi aussi chrétien-orient, c'est repenser leur rôle dans la cité. Alors, au 19e siècle, ils étaient les instruments des puissances géopolitiques, des grandes puissances européennes, la Russie, l'Angleterre, avec leurs calculs stratégiques. Ils servaient de tête de pont, en fait, dans la région. Au 21e siècle, ils ne servent plus à rien, ils ne sont plus médiateurs entre l'Orient et l'Occident. Donc la question, c'est à quoi ils servent, et qu'est-ce qui peut garantir leur pérennité. Donc j'essaie de poser quelques clés, quelques pistes sur leur avenir, à la lumière de l'actualité, et aussi de leur rôle de médiateur au sein de leur propre pays, en tant que citoyen à part entière. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi parce que justement, on va parler de tout ça. Après une petite pause, citoyen à part entière, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Et on va parler surtout par rapport à... Comme vous le savez et vous en parlez, le Moyen-Orient ce monde a beaucoup changé, a basculé quelque part. Qu'est-ce qui reste exactement? On en parle après une petite pause. Avec Tigran Yegavian, qui a écrit un livre très intéressant, Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire, aux éditions du Rocher. Et effectivement, Dieu sait si on se penche, et on devrait même le faire plus sur les chrétiens d'Orient, mais pas seulement, toutes ces minorités, etc., qui existent. Et je voudrais quand même vous parler de quelque chose, Tigran Yegavian, parce que je voudrais qu'on éclaircisse là-dessus. Sur la situation aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé avec, ne parlons que de la minorité yazidi, mise en esclavage sexuel et autres par Daesh pendant quelques années. On a tendance à plus en parler maintenant, mais ça a été terrifiant, quand même. Bon. Et les chrétiens d'Orient, effectivement. Mais le problème, vous le posez effectivement, c'est vrai qu'il y a eu avant les grandes puissances et tout ça. L'Occident aujourd'hui joue un rôle qui n'est pas du tout le même qu'au 19e siècle. Mais comment faire face à l'islamisme? Je dis l'islamisme, je ne dis pas l'islam. Je ne confonds pas l'islamisme avec ni la totalité, ni la majorité des musulmans. Mais comment faire devant une idéologie politique qui existe depuis longtemps, depuis les frères musulmans et bien avant, qui dit, attendez, posons les problèmes. Il y a les koufars, donc les mécréants, quels qu'ils soient, doivent effectivement soit se convertir, soit payer la jizya, l'impôt, soit partir. Sinon, on les élimine. Il y a quand même un certain nombre de gens, et ils ne sont pas négligeables, qui sont très clairs, en tout cas dans leur doctrine. Donc, le problème de l'horizon, comment faire et comment combattre le fait de dire, écoutez, c'est très simple, vous, votre liberté d'exercer votre culte, ou même d'exercer, même si vous voulez être athée ou ça ne va plus, c'est comme ça, c'est ça notre cadre, vous l'acceptez, ou alors vous ne l'acceptez pas, et voilà les conséquences. Est-ce qu'on n'est pas quand même, aujourd'hui, je ne dis pas, c'est pas ça qui domine au Moyen-Orient, et heureusement,
Enfin, est-ce qu'on n'est pas dans cet horizon-là et dans ce paysage-là? Ça fait partie du paysage en tout cas, mais ce qu'il faut prendre en considération, et je pense qu'on ne réfléchit pas assez sur cet islamisme fondamentaliste, intolérant, c'est que dans ces pays jadis des mosaïques où cohabitaient les musulmans, chrétiens, juifs, on va parler de l'Égypte, la Syrie, l'Irak, l'islamisme tel qu'on le vit est un islamisme d'importation. C'est-à-dire que vous avez l'Arabie Saoudite qui est une puissance qui exporte donc cette idéologie rétrograde de l'islam, le wahhabisme, Qatar et compagnie, enfin, le Qatar notamment, et qui l'exporte grâce au pétrodollar. Et donc les musulmans sont aussi victimes de cette image rétrograde de l'islam, puisqu'ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas à armes égales pour combattre cette idéologie rétrograde. Donc je pense qu'on assiste à un vrai glissement en fait, progressif qui s'opère depuis les années 70, d'une islamisation de ces sociétés par le bas, mais travaille aussi par l'argent de ces bailleurs de fonds saoudiens, et que ça a des répercussions. Mais si on réfléchit un peu à la racine du problème, les sociétés levantines du Moyen-Orient ne sont pas forcément plus intolérantes que les autres sociétés. Je pense qu'on ne réfléchit pas assez, vous voyez, à ces pouvoirs c'est intéressant, nocifs. Oui, non mais attendez, on y réfléchit. Le problème, c'est que vous savez comme moi, et ça c'est dans l'histoire, et c'est pas seulement au Moyen-Orient, qu'une minorité agissante et forte et déterminée, c'est elle qui à un moment donné impose ses lois de majorité. Je veux dire, l'Allemagne en 30 n'était pas nazie dans sa majorité. La Russie en 1915 n'était pas bolchevique dans sa majorité. On sait ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, et puis surtout, juste, vous parliez de l'Arabie Saoudite, mais les frères musulmans, c'est né en Égypte, hein, et les frères musulmans, c'est aussi une tentative du pouvoir et de la Oumma. Rappelons, hein, la Oumma qui veut dire mère terre, donc un pouvoir mondial, je dirais. Comment effectivement, du sein du monde musulman, ce que l'on a étudié, peut naître, et heureuse, et c'est ce qu'on espérons, une espèce d'opposition, de contre-pouvoir, parce que c'est là que ça va se passer à l'islamisme radical ou combattant. Déjà, ouvrir les portes de l'ijtihad, c'est-à-dire rouvrir l'exégèse du texte sacré, puisqu'on est figé. Contrairement à la Bible qui est constamment traduite, contextualisée, les religieux de la région ne pensent pas suffisamment le contexte et ont une interprétation vraiment littérale du texte sacré, ou alors vont se référer aux hadiths du Coran. Si vous prenez l'exemple de l'État islamique, Daesh, ils ont une connaissance parfaite des hadiths, mais ils n'ont pas, si vous voulez, ils prennent pas en compte le contexte dans lequel ils vivent. Ils sont figés dans les premiers siècles, du 7e siècle, encore au 7e de l'islam. C'est un vrai problème. L'autre problème, c'est que il y a une négation de l'héritage anté-islamique. On a l'impression que le monde arabe démarre au 7e siècle. Et on oublie, on gomme tout un héritage, toute une strate civilisationnelle conséquente, considérable, qui est la civilisation syriaque, notamment. Puisque ce sont les Syriaques, les pères de l'église syriaque, qui ont traduit la pensée grecque, qui ont traduit donc la philosophie, qui aussi ont magnifié la langue arabe. Parce que la langue arabe et la langue araméenne, la langue syriaque, sont intimement liées. Donc cette négation de l'héritage aussi a des conséquences funestes. Et donc, il revient à tous les intellectuels de repenser un peu cet héritage. Et vous avez raison. Et vous avez vu que le terrorisme se passe même ici. Qu'un certain, vous savez, Antoine Gougenheim, qui avait fait il a montré que les Syriaques, justement, avaient traduit les Grecs en grands passeurs. Oui, qui ont été les passeurs. Mais alors, justement, quel rôle peut jouer, ce dont vous parlez, les minorités d'Orient, dans cette espèce d'ijtihad? Je veux dire par là qu'ils ne peuvent qu'être spectateurs, ou ça ne peut se passer qu'à l'intérieur du monde musulman, où ils peuvent aider toutes ces minorités dont vous parlez à la réinterprétation aux lumières, disons, à ces fameuses lumières qu'on cherche depuis longtemps. Alors là, ce qu'on observe surtout depuis 30 ans, c'est qu'il y a un repli confessionnel qui est assez dramatique, puisque d'un côté, vous avez la majorité musulmane donc, qui va islamiser la société. Les chrétiens ne sont plus citoyens. On revient donc au schéma ottoman. Au schéma néo-ottoman, c'est-à-dire ils sont protégés, quoi. Et donc on a l'impression que l'Empire ottoman n'a fini pas d'agoniser. Oui, c'est fou. Voilà, malgré toutes les tentatives, c'est encore les citoyens de seconde zone. Le millet, le système d'auto-administration. Donc, on a étouffé toutes les voix de la société civile, les intellectuels sécularisés qui étaient porteurs d'un discours qui dépasse le clivage confessionnel. Ça, mais pourquoi? C'est quoi, à votre avis? C'est la peur? C'est la dictature, c'est le régime autoritaire, c'est le prétexte qu'il y a un conflit israélo-palestinien qui... Donc tant que la question israélo-palestinienne n'est pas réglée, on va régner sans partage, on va faire de la surenchère, et donc c'est la démocratie qui va souffrir. Non, mais là, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que ils sont beaucoup moins nombreux, certes, mais qualitativement, ils représentent quelque chose, parce qu'il y a une diaspora.
Et on ne pense pas suffisamment à cette diaspora, qui est un phénomène nouveau. Plusieurs vagues d'immigration. Et à l'heure de la mondialisation, du village globalisé, de nouvelles formes de solidarité ont lieu. Prenons l'exemple des Yézidis. Qui connaissait les Yézidis avant 2014 Pratiquement personne, à part quelques chercheurs. Mais le fait est que on a les médias transnationaux, ils ont bénéficié d'une couverture médiatique sans précédent, mais aussi ils ont une diaspora aux États-Unis, en Allemagne, qui commence à faire du lobbying. Qui a réagi, oui, c'est ça. Du lobbying à se structurer en faveur des Yézidis qui sont restés en Irak, mais aussi pour alerter la communauté internationale sur le génocide en cours. Et ça, c'est quelque chose d'assez significatif, de prendre en considération le rôle que peut avoir cette diaspora vis-à-vis qui joue donc un rôle croissant. Oui, bien sûr. Y compris pour les chrétiens. Bien sûr, essentiellement, puisqu'ils vont les moderniser. Le logiciel chrétien aussi, il souffre de cette obsolescence, de ce néo-ottomanisme. Donc le fait qu'on ait des cadres de la diaspora qui soient détenteurs d'une double culture constitue, à mon sens, quelque chose qui est porteur d'espoir, de perspective, sans tomber dans l'irénisme. Mais c'est une piste. C'est une piste. Je comprends. En même temps, il faut parler aussi des maronites du Liban qui, eux, n'ont jamais été citoyens de seconde zone. En tout cas, ils ont un peu résisté un peu. Ils ont souffert de la guerre. Ils ont souffert la fin de la guerre parce qu'ils étaient quand même dans une position prédominante. Et maintenant, depuis la fin de la guerre civile libanaise, les maronites ne sont même plus des faiseurs de roi. Le président de la République, qui est maronite, toujours, a des prérogatives beaucoup plus limitées. Et donc, les chrétiens au Liban aussi ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Par contre, ils ont quelque chose que n'ont pas les autres, ils parlent à tout le monde. Ils parlent aux chiites, ils parlent aux sunnites. On a des chrétiens dans tous les partis, dans tous les courants. Vrai. Et on a besoin d'eux aussi comme médiateurs afin de, justement... Mais le vrai problème, vous le posez bien, Tigran, le vrai problème, c'est que, est-ce que cet ensemble... peut espérer, est-ce que va se refermer dans une identité meurtrière, comme on l'a vu, ou bien va vraiment s'ouvrir, ça prendra peut-être beaucoup de temps, et c'est vrai que ça passe par la religion, une réinterprétation de l'islam. Et aussi le christianisme. Mais aussi le christianisme. Oui, sauf que le christianisme, il est aussi ailleurs. Donc, non, regardez chez nous, par exemple, c'est la déchristianisation qui joue, à fond. Là-bas, c'est pas ça. Là-bas, ils s'accrochent à la religion pour essayer de résister. Ils sont figés. Voilà, ils sont figés. Donc, il y a un devoir de contextualiser et savoir quelles réponses peuvent apporter ces églises à des problèmes existentiels, des problèmes urgents, concrets. Le dialogue islamo-chrétien, l'islamisation, quelle voix l'Église peut avoir par rapport au conflit israélo-palestinien. Tout ça fait partie d'une théologie contextuelle qui existe déjà. Des Libanais, des Palestiniens, des Égyptiens pensent au rôle et à la place que peuvent jouer ces églises dans ces régions. Et c'est la thèse de mon bouquin aussi, que de proposer un nouvel angle qui n'est pas victimaire, justement. Sortir de la victimisation, c'est aussi rendre service aux chrétiens d'Orient. C'est vrai, le seul problème, et là vous n'en parlez pas, mais c'était pas le but de votre livre, c'est quand même face à un totalitarisme. N'oubliez pas que le conflit israélo-palestinien, on l'utilise, mais pour les islamistes radicaux, il n'y a ni Palestine, ni évidemment Israël, tout ça. Il y a le monde islamique, l'État islamique global et mondial. Donc eux, est-ce que ces questions-là, ils se posent même pas pour eux, parce qu'ils disent, voilà, tout le monde doit être avec nous, converti ou disparu. Le problème ne se pose pas en termes de frontières, ne se pose pas en termes de nations, se pose en termes de terre-mer, si je peux m'exprimer. Il y a plusieurs dynamiques. Vous avez une dynamique globale, ce que vous dites. Il y a un ancrage local aussi qui reste quand même assez prédominant en Palestine et Israël. Puisque le Hamas, aujourd'hui, a détrôné l'OLP laïque. Le Hamas, la première puissance, la première force politique palestinienne, est une force islamiste. Et donc ils ont islamisé la cause palestinienne aux dépens des chrétiens. Et il faut rappeler que les chrétiens ont joué un rôle notable dans le nationalisme palestinien radical même, à gauche de l'échiquier. Oui, tout à fait. Oui, c'était autant du nationalisme arabe et de la gauche qui a disparu. Non, ce que vous dites, la chose, c'est de savoir si en fait l'intelligence, ou en tout cas la compréhension, l'ouverture, va l'emporter sur le fanatisme et le totalitarisme. Il est là le problème. Il y va de la responsabilité des acteurs et le travail d'éducation aussi qui joue un rôle notable. Rappelons quand même que l'Œuvre d'Orient, qui est une ONG française qui soutient ces églises depuis le 19e siècle, aide plus de 300 établissements scolaires chrétiens où la majorité des élèves sont musulmans. Ils sont musulmans, la majorité, et qui essaiment de l'Égypte à l'Irak. C'est quand même quelque chose qui est à prendre en considération. C'est vrai. Mais écoutez, en tout cas, moi je recommande votre livre, Minorité d'Orient, pour tous ceux qui
Comme disait le général de Gaulle, vers l'Orient compliqué, je m'envolais avec des idées simples. Aujourd'hui, les idées, elles ont besoin d'être creusées. Et vous y contribuez, Tigran Yegavian. Merci. Merci à vous, Tigran Yegavian. Je rappelle la référence de votre ouvrage Minorité d'Orient. C'est publié aux éditions du Rocher. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Les amis, vous écoutez toujours André Berkoff sur Sud Radio. Pas de grève sur Sud Radio, mais venez nous en parler si vous le souhaitez avant de manifester. 0826 300 300. On vous donne la parole juste après les informations. Vous pouvez réagir évidemment aux propos et à l'ouvrage de notre invité Tigran Yegavian. On pourra parler aussi de tous les sujets qui ont été abordés un peu plus tôt dans l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. Et oui, dans tous mes états, comment ne pas l'être en ce moment, hein. Et puis nous sommes avec Tigran Yegavian et ses Minorités d'Orient. Très bon livre publié aux éditions du Rocher et nous vous attendons, auditeurs de Sud Radio. Au 0826 300 300, d'ores et déjà, on retrouve Denis. Bonjour à vous, Denis. Oui, bonjour Denis. Bonjour, je suis heureux de vous avoir au téléphone. C'est du vrai bonheur d'écouter votre émission. Merci beaucoup. Merci Denis. Voilà, moi je voulais vous parler donc de Kirk Douglas. Oui. Et d'un film, moi, qui m'a marqué, ton gamin, c'était les Vikings qui ont été tournés à Fort-la-Latte, à côté du Cap Fréhel, quoi. Moi, c'est le lieu est magnifique, et puis de savoir qu'Hollywood est venu tourner en décor naturel dans les Côtes d'Armor, à cette époque-là, c'est tout à fait irréel. Ça vous a laissé un grand souvenir. Énorme, oui, énorme. Je comprends. Mais vous savez, Kirk Douglas, c'était formidable. Je vous raconte, un jour, il est venu, je crois que c'était chez Apostrophe, chez Pivot. Et il y avait Jacques Séguéla, le publicitaire. Et Jacques Séguéla lui dit, mais vous savez, alors Jacques Séguéla avait écrit un livre sur les stars. Et Jacques Séguéla lui dit, oui, alors il dit, mais qu'est-ce que vous pensez de Kirk Douglas? Ah, c'est un grand acteur, c'est pas une star. Alors, Kirk Douglas regarde, il dit, oui, non, je veux dire par là que les acteurs, c'est une chose, les stars, c'est une chose. Et cher Kirk Douglas, je vous admire beaucoup en tant qu'acteur, qu'interprète, mais vous n'êtes pas une star. Et Kirk Douglas le regarde et lui dit, et vous êtes qui, vous, pour dire qu'il est star ou pas? Il l'a complètement ratiboisé, c'était pas mal. Et c'est vrai, beau souvenir d'ailleurs du Fort-la-Latte, effectivement, c'est pas très loin de Saint-Malo si vous voulez aller visiter le patrimoine français. Merci à vous, Denis, pour vos références et vos souvenirs cinématographiques. Jean-Luc nous appelle au 0826 300 300. Bonjour à vous, Jean-Luc. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, donc je vous appelle au sujet de... sur le propos de Castaner, sur les islamistes sont mes ennemis, ce qu'il a dit. Et donc ça, c'est vraiment honteux de la part d'un ministre de l'Intérieur de dire un truc pareil. Il a dit les islamistes sont nos ennemis. Ah oui, ouais, oui, c'est ça qu'il a dit, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il a... encore essayé de monter les uns, les religions... les uns contre les autres, c'est toujours pareil, c'est toujours la même politique. Ouais. Pour essayer de capter encore des voix de Marine Le Pen, on connaît la musique, quoi. À quoi ça sert de dire des trucs pareils devant un peuple français quand on est ministre de l'Intérieur? À quoi ça sert autre qu'à attiser la haine, la différence des autres? C'est honteux. Moi, je suis vraiment estomaqué. J'entends un truc pareil. Voilà. On connaît leur manière de réagir face à aux Français, c'est essayer de nous diviser, que ce soit pour les retraites, que ce soit pour tout, les chômeurs, les assistés sociaux. On connaît. En fait, Jean-Luc, vous dites que c'est surtout, enfin, ils cherchent à diviser pour régner, quoi, quelque part. Sans arrêt. Et là, les propos de Castaner, c'est vraiment, mais à quoi ça sert d'aller encore montrer du doigt les islamistes? Mais franchement... Oui, Jean-Luc, juste un mot. Ce qu'il a dit exactement, il a dit l'islamisme est le pire ennemi de l'islam. Il n'a pas dit les musulmans, etc. Donc, il n'a peut-être pas complètement tort en disant que l'islamisme est le pire ennemi de l'islam. Hein. Donc, voilà. Et voilà. Et après, qu'est-ce que ça fait? Ça fait encore couler de l'encre, ça fait encore couler des... Est-ce que franchement, il n'y a pas des questions plus intéressantes pour la société qui pourraient faire avancer les choses plutôt que de polémiquer toujours sur des questions, que ce soit sur le voile, l'islamisme. De toute façon, voilà, le pauvre musulman, le pauvre réfugié, il est montré du doigt sans arrêt. Alors qu'il y a des bons musulmans en France, et il faut les saluer. Ils sont dans des œuvres caritatives, ils aident les gens. Il n'y a pas que des terroristes non plus. Mais il y a aussi des terroristes. Il y a les deux. Il y a les deux. Il faut le dire. Bien sûr, il y a les terroristes, mais c'est une toute petite minorité par rapport au nombre de gens. Il faut aussi penser à ceux qui travaillent comme bénévoles dans des associations qui aident les autres.
Ceux-là, ils sont là, ils vivent aussi. Non, tout à fait. On n'en parle jamais de ceux-là. Tout à fait. Le problème. Voilà. On monte toujours les 0,001% des choses, quoi. Et ça, ça m'énerve. De toute façon, je vais vous dire, je crois que les problèmes, ils sont posés, les problèmes sont là, et qu'un ministre dise ça ou ça, c'est pas le problème. Le problème, il faut aller dans la réalité, mais il faut surtout pas, Jean-Luc, se mettre la tête dans le sable. Il y a des gens qui veulent des choses qui ne sont pas bonnes de part et d'autre, et il faut les désigner aussi. Merci en tout cas. Merci Jean-Luc. Bon, votre coup de gueule est passé en tout cas, vous voyez, parlons vrai sur Sud Radio et librement 0826 300 300. On retrouve Claude tout de suite. Bonjour Claude. Oui, bonjour à tous, bonjour André Berkoff et bonjour à vous, son animateur. Pour une fois, je suis d'accord ni avec Berkoff ni avec vous. Voilà. Ouais. Et je tiens à dire pourquoi. C'est sur l'histoire de la proposition du Sénat de sanctionner les gens qui diffusent par quelques moyens que ce soit les images de policiers, de douaniers et tout le reste. Alors, moi je voudrais dire, moi personnellement, ça ne me choque pas. Je ne sais pas sous quelle forme il faut le faire, mais je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, on est omnubilé aujourd'hui par ce qui se passe effectivement et qui est regrettable tout à fait au niveau des manifestations. Mais d'un autre côté, donner publiquement l'image des gens qui protègent nos biens, notre pays, le respect de la loi et tout le reste, c'est comme si vous donniez la clé de votre maison et le code de sécurité de votre alarme à des délinquants. Et donc je dis que de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que c'est une proposition scandaleuse. Et deuxièmement, je voudrais ajouter que les journalistes qui se plaignent d'avoir été nommés par le syndicat des commissaires de police, je ne les ai pas entendus au moment du mur des cons. Alors moi, je trouve que s'il y a un mur des cons pour les journalistes qui font ça, eh ben, il fallait réagir de la même manière à l'époque où il y avait le mur des cons du syndicat de la magistrature. Voilà. Alors Claude, moi je vous réponds sur la seconde partie de votre intervention, je suis d'accord. Moi je suis absolument violemment contre l'indignation à géométrie variable. Maintenant, sur la première partie, non. Je vais dire pourquoi, Claude. Parce que ce n'est pas parce qu'on protège qu'on doit protéger les bavures, et ce sont des bavures, et plus que ça. C'est-à-dire, vous savez, un corps, quel qu'il soit, que ce soit les journalistes, les policiers, les avocats, etc., ce n'est pas, c'est la plus mauvaise des tactiques de dire, écoutez, eux, ils sont là à nous protéger, donc on n'a rien à dire. Vous savez, ces trucs corporatistes qui consistent à dire, les policiers, ils sont formidables. Non, on a vu des images, je vais vous dire, où vraiment on a outrepassé, moi je peux vous dire, et j'ai des gens qui étaient dans les manifestations, j'y étais moi-même, qui ont totalement outrepassé la légalité et qui sont allés très loin. Et puis je vais vous dire, alors par rapport à ça, Claude, vous dites protéger. Eh bien moi j'aimerais aussi voir ces policiers un peu dans les banlieues. On les voit pas quand il y a les trafiquants de drogue, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, le trafic de drogue en France. Eh bien moi j'aimerais quand même que soit les policiers, soit les gens qui nous protègent justement, soit aussi dans les endroits où on empoisonne, et quels qu'ils soient les gens, on empoisonne notre jeunesse avec la drogue, etc. Donc vous voyez Claude, c'est plus compliqué que ça. Moi je crois qu'il n'y a pas de profession qui doit être au-dessus des autres et qui doit être au-dessus de tout soupçon. Ils ne doivent pas être au-dessous de tout soupçon, mais ils ne doivent pas être au-dessus de tout soupçon. Vous croyez pas ? Non, on est omnubilé par ce qui se passe et je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites à l'instant. Oui. Mais c'est pas une raison pour publier dans toutes circonstances. Il y a même des fakes qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit des choses faites par des policiers de pays extérieurs à nous et on fait croire que ce sont des policiers de chez nous. Donc je veux dire que c'est extrêmement dangereux. Ils rentreront pas dans les banlieues si on a leurs photos. Il y aura même plus besoin de faire le chouf. On saura qui ils sont. Donc je crois que moi, André, là pour cette fois, et je crois que la vérité est entre nous deux, mais vous la définissez pas tout seul. Non, mais je vais vous dire, non mais c'est très bien Claude, et on est là pour discuter, et c'est très bien de discuter. Moi je crois simplement, très très franchement, qu'il faut faire très attention à ça, à ne pas sacraliser, parce que après ça devient l'impunité, et je voudrais de l'impunité pour personne. Je suis pour les policiers, on en a reçu beaucoup, évidemment que les policiers sont là pour nous protéger, il est hors de question de faire de l'anti-policier primaire, ce serait grotesque. Il est hors de question non plus, enfin pour moi, je vous assure, de laisser passer. Justement, c'est là où on attend l'inspection générale des polices d'avoir plus de fermeté, et ça, ce serait pour l'honneur de la police d'avoir plus de fermeté envers ceux qui dérapent, et c'est la nature humaine, et il faut sanctionner. Merci à vous en tout cas Claude, vous êtes toujours le bienvenu pour venir débattre sur Sud Radio. 0826 300 300, on retrouve Jean-Paul qui veut parler des crèches. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour André, bonjour à tous. Voilà, je voulais, simplement vous féliciter pour votre prise de position sur les crèches. Voilà.
Merci. Je l'ai trouvé empreinte de bon sens. On est à l'approche de Noël et ça fait partie des traditions de la France depuis que je suis gamin. Et oui. Donc, et je tiens à ce que mes enfants, et mes petits-enfants surtout, puissent bénéficier de la vision de ces crèches, de ces santons de Provence, qui sont un art de la région. Exactement. Voilà. Il y a des santonniers dont c'est un véritable métier d'art et il faut le défendre. Et il n'y a aucune raison que ces soi-disant laïcs extrémistes ou je ne sais pas viennent nous emmerder parce qu'à un moment donné, ils nous emmerdent la vie à mettre des tensions inutiles dans une période qui devrait rapprocher les gens, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Eh bien, Jean-Paul, vous parlez d'or, les santonniers sont des créateurs, et quiconque emmerde les créateurs, je reprends vos propos, sont des gens qui devraient arrêter de nous gonfler le haricot. Et on va parler de ça, justement, Tigrane. Voilà, par exemple, un exemple. Vous voyez, ça, c'est pas en Orient, mais c'est ici. Les crèches de Noël. Moi, je me rappelle, parlons du Liban, où j'ai passé ma jeunesse, mon adolescence au Liban. Au Liban, je me rappelle très, très, très bien que nous étions des amis de toute obédience, de toute origine, juifs, chrétiens, musulmans, arméniens, orthodoxes et tout. Et tout ce petit monde, y compris ceux qui n'étaient pas chrétiens, se retrouvaient avec plaisir à la messe de Noël et à la crèche. Il n'y avait aucun problème. C'est ça, aussi, qui est... Vous voyez, c'est même en jeu aujourd'hui, c'est en France que ça se passe. Mais vous savez, le Liban est un État laïque aussi. Je veux dire, il y a une laïcité au Liban, qui n'est pas la même laïcité qu'en France. Non, il n'y a pas de mariage laïque. Il n'y a pas de mariage laïque, mais l'État ne se mêle pas. Non, ne va pas se mêler la religion. Absolument. C'est très, très compliqué. Enfin, c'est très compliqué d'expliquer ici qu'il peut exister d'autres formes de laïcité qui ne sont pas forcément marquées par ce saut, par cette mais vous êtes histoire, d'accord pour la transmission quand même d'une tradition, mais surtout, on parle aussi de culture, on parle de vivre ensemble, on ne parle pas forcément de dogme. Exactement, on est bien d'accord. Et en toute logique, et c'est vrai que si les Français sont compliqués, on pourrait toujours aussi essayer de s'inspirer du Liban, mais alors là, c'est encore plus compliqué. Ça vous donne de drôles de produits, comme André Berkoff, en tout cas. Merci. Ça y est. Mais oui. Ah là là. Mais ce n'est que de l'amour, mon cher André Berkoff. Merci à notre invité d'abord, Tigrane Yegavian. Je rappelle la référence de votre ouvrage pour tous ceux qui souhaitent s'informer, se cultiver aussi sur ce sujet. Minorité d'Orient, c'est publié aux éditions du Rocher. André Berkoff, on retrouve demain. Demain, absolument. À midi, dans tous vos états, à l'écoute religieuse du Premier ministre Édouard Philippe, qui doit prendre la parole en même temps que vous. Y allez. C'est son côté respectueux. C'est ça. Au garde à vous. Quoi qu'il en soit, merci à vous, André Berkoff, et à demain sur Sud Radio. La journée continue à l'écoute de Sud Radio, puisque dans quelques instants, un peu d'humour, tiens, en compagnie de Jacques Pessis pour les clés d'une vie, qui reçoit aujourd'hui son invité, le comte de Boudherbala. Je vais arriver à le dire correctement quand même. Merci à vous tous. Belle journée. Sud Radio.